Alors je me tourne à présent vers le public, en espérant que les questions ont déjà été préparées. Donc vous souhaitez rebondir? Par rapport à l'intervention de Mariko, je veux dire que l'école de Modibo Keïta n'a pas été tant providence que ça. L'école de Modibo Keïta a été plus réaliste que providentielle. Seulement, elle correspond à un moment où le taux de scolarisation était très faible. Il faut dire par exemple que c'est avec la réforme de 62 qu'on a coupé les bourses à partir de la 6e année. À partir de la 6e année. C'est à partir de l'école de Modibo Keïta aussi que l'internat, c'était plus en 6e année, c'était au lycée. Parce qu'il fallait faire face à des réalités. Il fallait faire face à des réalités. Cependant que l'école, sous la colonisation, tout était à la disposition des enfants. Parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient dans toutes les conditions et la politique visait à former les cadres pour l'administration coloniale qui en avait besoin. Et Modibo Keïta avait besoin de cadres pour son pays qui venait d'accéder à l'indépendance et il en avait besoin de la façon la plus rapide possible. Et c'est de là qu'on a parlé de l'enseignement de masse et de qualité. De masse et de qualité. Il fallait massifier le taux de scolarisation et il fallait le faire dans la qualité. Il fallait le faire parce qu'à l'école, s'il n'y a pas la qualité, il n'y a pas d'école. Mais est-ce possible? Est-ce possible d'avoir un enseignement de masse et de qualité? Je pense effectivement qu'on peut recruter le maximum. On peut recruter le maximum, créer les conditions de qualité, créer les conditions de la qualité, mais ne pas évacuer les critères de qualité. Or, en général, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'il faut que la masse soit de qualité, alors que la qualité sort souvent de la masse. C'est-à-dire qu'on vous dispense le même enseignement à un certain niveau, mais il faut que des critères s'imposent pour aller de l'avant. Mais on ne peut pas vouloir que tout le monde aille du bas jusqu'au sommet avec la masse et la qualité. Or, en général, c'est ça que nous faisons. Maintenant, nous recrutons beaucoup plus. Nous recrutons beaucoup plus. Donc, les conditions se dégradent, forcément, parce que la demande est hyper forte. La demande est hyper forte. Au temps de Modibo Keïta, ce n'était pas ça. Au temps de Modibo Keïta, ce n'était pas ça. Et Modibo Keïta a été réaliste. Il a été réaliste. C'est-à-dire que, bon, on ne peut pas donner la bourse. Parce que dès que vous faites votre CEP là, à l'époque, dès que vous faites ça, vous êtes boursier. Vous êtes boursier, vous étiez à l'internat. On ne pouvait pas supporter ça déjà au temps de Modibo Keïta. Et ça a été supprimé. On a ramené l'internat au niveau du lycée. Mais puisque le lycée aussi augmente, moi, quand j'étais au lycée de Sévaré, nous étions 150. Au lycée de Sévaré. Quand je suis venu au lycée de Markala, nous étions 250. Il n'y avait que la 10e à Sévaré. À Markala, il n'y avait que les 11e et terminales. Et il y avait combien de lycées dans le pays? Et à l'époque, mais on était les enfants gâtés de la République. Ceux qui étaient dans les structures de l'enseignement supérieur, ils étaient hyper gâtés. À l'époque, tout le monde voulait être étudiant, tout le monde imitait l'étudiant, tout le monde voulait être dans les mêmes conditions que l'étudiant. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas trop nombreux et on pouvait les entretenir. Ils étaient habillés, ils étaient logés, vous savez? Mais ça, c'est quand ils sont 100, 150, 200. Vous ne pouvez pas faire la même chose quand ils sont 35 000. Est-ce que vous ne regardez pas tout de même les étudiants aujourd'hui, les élèves étudiants avec beaucoup de regrets? Vous parliez d'enfants gâtés de la République à votre époque. Aujourd'hui, on est loin de cette image. Mais bien sûr, bien sûr. En ce moment, il est clair que les conditions ne sont pas les mêmes. Mais quand vous avez 150 élèves et quand vous avez déjà 4000 élèves, ce n'est pas la même chose. Au temps de Mariko, par exemple, l'enseignement supérieur, c'était 6000 étudiants. Quand lui, il était secrétaire général de l'AEM. 6000 étudiants, en tout et pour tout, au Mali, à l'extérieur. Il avait 15 000 lycéens. Et il avait 9 000 élèves de l'enseignement technique et professionnel. Voilà le monde de Mariko, si on décroche le fondamental. Parce que lui, il gérait aussi le fondamental.
Si on décroche le fondamental, ils étaient en tout et pour tout 30 000 élèves et étudiants. Aujourd'hui, vous allez à l'université des sciences juridiques, honnêtement, je perds les noms, vous allez à l'université des sciences juridiques, ils sont 35 000 au moins. C'est en 2011. En 2011, l'université est arrivée à un chiffre de 100 000 étudiants. 100 000 étudiants. En 2011, on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Une université comme ça, comment est-ce qu'on va la gérer? Ils ont dit, bon, une université de 25 000 étudiants, c'est bon, quoi. Donc, ils ont dit, on va fractionner. Ils ont créé 4 universités avec le même corps professoral, c'est-à-dire le même nombre d'enseignants. Au lieu que ce soit une seule université avec un recteur, son rectorat, avec des doyens et leurs décanats, c'est-à-dire avec toute cette administration-là, ils ont multiplié l'administration par 4, avec le même nombre d'enseignants. La qualité va trouver. Forcément, ça pose problème. Mais ça se démocratise. La liberté, je pense que c'est la démocratie que Oumar appelle la liberté. Ça se démocratise. La demande est plus forte. La population, au temps de Modibo Keïta, nous étions 4 millions. Aujourd'hui, on frise les 20 millions. Les conditions ne peuvent pas rester les mêmes. Donc, moi, je ne suis pas dans l'idéologie par rapport à ça. Je suis dans la réalité. Oui. Permettez. Oumar Mariko. Monsieur le ministre, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas l'aspect démographique qui est le problème, pas du tout. C'est le choix politique qu'on fait. L'école coloniale, c'est une école des privilégiés. Ce n'est pas n'importe qui voulait aller à l'école qui y allait. Et ça, c'était fait exactement comme ça par le colon pour avoir une élite à sa dévotion. Donc, l'objectif stratégique du colon, c'était de continuer l'exploitation de nos pays avec cette fois-ci pas les armes, mais avec des gens dont on a pris la tête. Donc, ça c'est extrêmement important. Toute école porte les stigmates de l'idéologie qui est du politique qui gère. Il n'y a absolument pas d'absence d'idéologie dans ce monde-là. Il n'y en a pas. Tout est idéologique. Alors donc maintenant, si vous partez de là, c'est pourquoi excusez-moi de dire ce que Touré a dit, hein. Il y a l'instruction, il y a l'éducation. L'instruction, c'est d'apprendre aux gens comment faire. L'éducation, c'est pourquoi on le fait, le pourquoi des choses. Et là, je lui donne totalement raison sur cette façon-là. Comme ça, si nous essayons de voir dans notre discussion, on verra qu'il y a l'instruction, l'éducation. Parfois, on mélange tout. Maintenant, pour revenir au système colonial, je vais dire simplement le système colonial, il y avait beaucoup de gens qui aimeraient être étudiants, qui aimeraient être élèves, qui ne pouvaient pas l'être. C'était l'école de privilégiés. Maintenant, quand le régime de Modibo est venu, c'était l'école, l'enseignement de masse de qualité. Ils l'ont codifié en 62. Mais dès le départ, c'était la volonté exprimée de faire en sorte que tous les enfants de ce pays soient instruits, que tous les enfants de ce pays soient éduqués dans le sens de la transmission d'une société, d'un projet de société qu'on construit. Là, je n'ai pas dit que, je n'ai pas parlé d'école-providence. Je parlais d'État-providence pour parler d'un État qui prend en compte les préoccupations des populations et qui travaille pour organiser la production, pour organiser l'instruction, pour orienter vers le type d'État, le type de société qu'on veut laisser, que ceux qui ont le pouvoir veulent laisser à leur génération. Alors donc, à partir de cet instant-là, la démographie importe peu. Chaque société a le nombre de populations dont elle a besoin. Nous sommes 1 241 000 km², densité faible, presque inexistante. Et encore, nous sommes en train de nous entretuer. Hein. Donc la densité, la démographie, elle va dépaisser. Donc ce n'est pas un problème démographique, c'est un problème de choix politique. Et en faisant le choix politique, je vais vous rejoindre quelque part. Vous dites qu'il y a une génération sacrifiée en 90. En 80, nous disions qu'ils étaient la génération sacrifiée. C'est nous la génération sacrifiée. Vous avez sacrifié la génération qui vient après vous. Je viens. Nous sommes la génération sacrifiée. Disons, le sacrifice imposé aux jeunes, aux enfants, a bel et bien commencé par nous. Pourquoi? Parce que dans les années 80 déjà, il y a eu le programme d'ajustement structurel qui avait commencé à faire surface.
et qui a poussé l'État à ne plus s'occuper de l'école, progressivement. Ça a commencé avec nous, de ne plus s'occuper de l'école et de mettre l'école à la charge, l'instruction et l'éducation à la charge des parents déjà démunis. Vous comprenez? Donc, nous disions, c'est ce qui a occasionné les grandes révoltes de 79-80. Ce n'est pas seulement une grève pour la bourse. Non. Si Modibo avait supprimé la bourse UCP, Modibo avait organisé un système tel que les parents d'élèves, tout le monde faisait de l'école son problème, sa préoccupation. Parce que tout le monde voyait l'importance de l'instruction et les travaux d'investissement humain, public, etc., les soutiens aux populations pour que l'on puisse continuer, se faisaient. Et ils étaient bien conscients de l'aspect démographique. Donc c'est cela qui s'est arrêté. Ça s'est arrêté dans les années 79-80 pour préparer le terrain à l'ajustement structurel. Et donc chaque parent doit s'occuper de son enfant, etc. Et on a commencé à nous chasser des internats. Nos pères ont commencé à être incapables de nous payer des cahiers, des bics à ce niveau-là. Si vous quittez votre famille, vous n'avez pratiquement pas à manger. Étudiant à l'école de médecine, excusez-moi de vous parler de cela, étudiant à l'école de médecine, j'étais en troisième année de médecine, j'ai dû reprendre une session parce que j'ai passé 72 heures sans manger. Aujourd'hui, tu peux trouver quelqu'un, tu vas t'asseoir, tu manges. Mais à cette époque-là, même des amis, pour manger chez eux, c'était un problème. Question culturelle. J'ai dû mettre un verre de sucre dans de l'eau pour pouvoir résister. Étudiant, je dis ça va remonter la glycémie. Parce que justement, celle qui nous donne à manger, ça faisait 3 mois, on ne lui payait rien et son commerce était en train de s'effondrer. Donc nous avons connu cela. Parce que l'État n'était plus là. Et les parents sont démunis. Donc le système économique s'est effondré. Et la richesse a été ramenée au niveau d'une petite couche. On était à l'internat, on les voyait. Et à cette époque-là, je vais vous dire une chose. Étudiant au Mali avec 15 000 francs CFA de bourse, étudiant au Burkina, 37 500 francs CFA de bourse. Et au Burkina Faso, tu pouvais, au Mali, tu as une chambre à entrée couche à Bamako, c'est 5 000 francs CFA. Enlevez ça de vos 15 000 francs CFA. Au Burkina, une chambre, antichambre, toilette interne, 7 000 francs CFA. Et il te reste 30 000 francs CFA. Et l'électricité ne prenait pratiquement pas plus de 2 000 francs CFA. Donc l'étudiant burkinabé, il avait sa moto, il avait son confort. Le Mali et le Burkina, c'est la même taille géographique, démographique. Parce qu'il y a eu un homme qui est arrivé. Et avant même que cet homme n'arrive, les pouvoirs successifs au Burkina avaient travaillé de façon patriotique pour que l'école, les enfants puissent être pris en charge. Nous, un coup d'arrêt a été donné à cela, politiquement en 68, et progressivement, dans les années 80, toute l'économie était en panne, les industries étaient en train d'être liquidées, les entreprises en train d'être liquidées, les parents sont chassés de l'emploi, les paysans sont rançonnés au quotidien, ils ne peuvent pas donner à leurs enfants. Alors donc, finalement, nous avons dit, nous sommes une génération sacrifiée. Et justement, en tant que génération sacrifiée, nous avons dit, nous avons une responsabilité à jouer face à la génération à venir, face à nous-mêmes et à la génération à venir. Et c'est pourquoi nous avons déclenché les mouvements de 79-80 en tant qu'une, pour exiger justement que le changement de ces conditions-là. Et cela nous a conduit à la liquidation de l'UNEM, à la liquidation des Cabral. Nous sommes restés jusque dans les années 90, tellement d'élèves ont été chassés de l'école. Après, on a amené la moindre d'exclusion automatique. Maintenant, la question principale, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Modibo disait, je veux d'un pays industrialisé. Je veux d'un pays où l'agriculture nourrit son homme. Je veux d'un pays où l'élevage prospère, etc., etc. Qu'il réussisse, qu'il ne réussisse pas, que sa méthode soit celle qui va nous conduire à ça ou pas, là n'est pas la question pour moi. De toute façon, l'objectif stratégique avait été défini, et cet objectif stratégique défini, Modibo ne pouvait pas tout faire. Il pouvait même ne pas pouvoir faire, mais si l'objectif avait été pris en compte par ses prédécesseurs, on ne se trouverait pas en tout cas dans cette situation catastrophique. On serait aujourd'hui en train de débattre d'autres questions. Et c'est pourquoi, pour préserver les générations sacrifiées, qui étaient en train de se sacrifier de plus en plus, nous avons créé le mouvement étudiant en 90. Lui-même, il était enseignant, syndicaliste,
et dans les mouvements, etc., pour que l'école change. Mais tu ne peux pas changer une école quand tu n'as pas une vision d'une économie, d'un projet de société que tu as. Tu ne peux rien changer. Absolument rien. Prenez, on a créé les universités. Mais tous ensemble en 1986, moi je préfère parler de certains faits pour qu'on comprenne. En 1986, il y a eu le conseil de perfectionnement dans les écoles. Presque tous, nous sommes, tous ceux qui se disent gaillardement du mouvement démocratique, nous étions tous contre la décentralisation des universités. D'abord, nous étions, en tant qu'étudiants, élèves, nous étions contre la régionalisation. Parce que nous avons dit que c'était source de régionalisme. Mais on nous a renvoyés à la maison, ils ont fermé l'école pour revenir et créer les lycées dans les régions. Mais vous savez, c'est pourquoi c'était pas pour l'économie, développer l'économie nationale, hein. C'était pour les besoins du programme d'ajustement structurel qui enrichit les multinationales hors du Mali et qui enrichit quelques couches privilégiées qui liquident en même temps l'économie réelle qui doit pouvoir sous-tendre notre école, notre système de santé. Et quand ils ont pris le pouvoir et qu'ils ont créé les universités, mais vous avez constaté, je termine avec cette phrase-là seulement parce que Moustapha a parlé d'écoles, les infrastructures. Mais on n'a créé aucune université, on a transformé nos lycées en universités, on n'a fait aucune construction, on n'a rien construit. Le lycée Badla, je continue toujours à dire le lycée Badla. Qu'est-ce qu'on a fait? On a liquidé le lycée, on a transformé les locaux en université. Mais ça aurait été, si c'était une vision politique, économique et sociale de développement qui était en cours, ça aurait été de faire quoi? De construire au moins des infrastructures, il y a de l'espace pour ça. Mais ensuite, ce que je vous dis, l'enseignement de masse, il ne faut pas ramener l'enseignement de masse au système pédagogique qui a vu le jour pour faire passer les gens 80%, 80%. Ça, ce n'est pas l'enseignement de masse. Hein. Et ça, cet enseignement n'apporte pas de qualité. Quand on dit on veut que tout le monde soit instruit, et il y a des pays qui ont instruit tous ces enfants, ces pays ne sont pas moins riches plus riches que le Mali. Hein. Quand la volonté politique n'y est pas, on ne peut absolument rien faire que de créer des chômeurs, des délinquants, des drogués et la violence sous toutes ses formes. Et là, je dis, génération sacrifiée, nous l'avons été. Nous avons voulu éviter que des sacrifiés viennent après nous. On n'a pas réussi. Maintenant, entre sacrifiés, on peut s'entendre.